Bonjour à tous et à toutes. On va aborder dans cette vidéo la suite du volet philosophie. Débutons par c'est quoi le concept de la rhétorique? Le concept de la rhétorique, son but, c'est la persuasion. Sa signification spécifique, à ce moment, est le recours à la vraisemblance au lieu des faits. C'est l'art de la parole, n'est seulement raisonnement, mais aussi apparence et opinion. Le contexte de son exercice, c'est un art technique associé à la démocratie. Il ne peut fleurir sous la tyrannie. Dans la démocratie, la persuasion est préférable à la force et à la violence. Avec les sophistes, il accompagne le développement de la liberté individuelle. Il y a deux sortes, en fait, c'est plus deux écoles au niveau de la rhétorique. T'as l'école sicilienne, dans le fond, ça, c'est la recherche du beau discours. Puis, t'as ceux d'Athènes, ça, c'est l'éducation au sens large, puis l'usage correct de la langue. Ses fondements essentiels est l'être humain, qui se meut dans les limites de l'opinion. Le probable est plus honorable que le vrai. La vérité et la connaissance sont illusions. En résumé, la rhétorique, c'est l'art de bien converser et ayant pour but de convaincre l'autre de son idée. Abordons maintenant ce qui est, à mon avis, une des composantes principales de la philosophie, c'est-à-dire les sophismes. Les sophismes, c'est des erreurs logiques qu'on fait, mais qui ne devraient pas être. Malheureusement, on est inondé de ça même aujourd'hui dans les débats, peu importe qu'ils sont pas utilisés ou non. Moi, je me fais avoir. Il existe de nombreux sophismes qu'on va commencer à énumérer. T'as l'appel au sentiment. Ça, c'est évoquer les sentiments d'autrui d'une thèse ou d'un argument. Exemple, je ne peux pas corriger mes fautes car heureusement, je n'ai pas d'argent pour m'acheter un dictionnaire. Appel à la majorité ou au grand nombre. Défendre une thèse ou un argument en évoquant le fait que la plupart des personnes pensent de même. Exemple, l'euthanasie n'est pas seulement une bonne chose puisque la majorité des gens s'y opposent. Ça veut rien dire que si tout le monde pense ça, que c'est préférable, puis c'est ça qui devrait être. L'appel à la tradition. Évoquer la longue durée d'une chose, d'un comportement ou d'une situation pour appuyer une thèse ou un argument. Exemple, le mythe est une bonne manière de penser puisqu'il existe depuis 4000 ans. Ça veut pas dire que ça fait très longtemps que c'est une bonne chose aussi. C'est ça un peu l'argument. Appel à la nouveauté. Ça, c'est un peu son antonyme. C'est évoquer la nouveauté d'une chose pour essayer d'appuyer une thèse ou un argument. Exemple, Socrate est le meilleur penseur que Pythagore parce qu'il est écrit dans un livre qui vient de paraître. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire c'est pas à cause que c'est nouveau que c'est une bonne chose aussi. C'est l'inverse de la tradition. T'as l'appel à l'autorité. Ça, c'est évoquer abusivement ou incorrectement l'autorité d'une personne célèbre, d'un écrit connu pour appuyer une thèse ou un argument. Exemple, Dieu existe puisque le grand savant Einstein l'a dit. Aucun rapport, là. C'est comme utiliser son autorité afin de valoir son argument. Ça veut pas forcément dire que t'es crédible dans ce temps-là. Même si t'es un grand savant. Appel à sa propre compétence. Évoquer simplement une compétence dans un domaine en s'abstenant de fournir des preuves à l'appui d'une thèse ou d'un argument. Exemple, les conservateurs formeront un bon gouvernement car j'ai la ferme impression que leur politique est adéquate. Tu peux être dans le champ, mon gars. C'est ça que ça veut dire. La propre compétence. T'as l'appel à l'ignorance aussi. Ça, c'est évoquer le fait qu'une chose n'est pas encore connue, absence de connaissance, pour faire valoir ce qui est vrai ou faux. Exemple, mettons, la réalité est préférable au mythe parce que personne n'a démontré le contraire. Tu le sais pas, fait que ça veut dire que ton argument fonctionne pas vraiment, t'sais. L'attaque contre la personne. Ça, je pense qu'en politique, active comme passive, je pense que c'est le sophisme que j'ai le plus vu. C'est l'enfer. Les ad hominem, là. L'attaque contre la personne. Ça, c'est diminuer la personne qui s'oppose à nous pour faire mieux accepter notre propre position. Exemple, il faut que tu sois stupide pour pas admettre que la philosophie est une discipline inventive et stimulante pour la pensée humaine. L'ambiguïté des termes et des concepts. Ça, c'est utiliser un même mot dans des sens différents au cours d'une même argumentation, en s'abstenant de toute précision ou explication. Exemple, tous les humains ont un cœur, Gilles est un sans cœur, donc il n'est pas humain. La pétition de principe. L'argument devant soutenir la thèse est une répétition de la thèse elle-même. Exemple, la pensée rationnelle est préférable puisqu'elle est fondée sur la raison. On appelle ça une définition circulaire, c'est-à-dire que ça tourne en rond dans la même phrase. Généralement, c'est ça. La génération abusive ou hâtive. Un autre que je vois souvent dans la politique active ou passive depuis plusieurs années. Se servir d'un ou
de quelques cas limités pour généraliser à l'ensemble. Exemple, je devrais réussir tous mes cours quand j'ai passé mon examen de philosophie. Ben oui, tu vas peut-être même pas passer ton examen de psycho ou de sociaux. Là. Généralisation, hein. Lien causal douteux. Le dernier, et non le moindre. Appuyer une thèse par un prétendu lien de cause à effet entre deux phénomènes ou deux événements. Soit le lien est purement accidentel, ou soit qu'il est seulement possible lorsqu'on le considère comme certain. Exemple, il faut rétablir la peine de mort, d'abord puisque celle-ci diminuerait le taux de criminalité dans notre société. Pas forcément à dire ça, t'as d'autres facteurs à prendre en compte. C'est un peu ça, le lien causal douteux. Il y a un ouvrage d'Emmanuel Schmitt qui aborde des théories intéressantes à l'intérieur d'une histoire fictive qui s'appelle l'École du diable. L'œuvre comme telle, en fait, se passe que c'est le diable qui est confronté à trois idéologies qui est proposée par ses sujets afin d'asservir l'humanité. Et de la manière que c'est construit, j'ai trouvé ça très intéressant puis je voulais le partager. L'idéalisme. Je suis une théorie selon laquelle le mal n'existe pas. Chacun cherche toujours à faire quelque chose de bien. Et si ce n'est pas le bien en soi, chacun désire quelque chose de bon pour lui. Bref, le bien et le bon, voici les deux seuls objectifs de l'individu. Imaginez votre diablerie. À partir du moment où l'homme pense cela, le mal n'est plus qu'un accident de parcours, une erreur de jugement, une pécadille, un dysfonctionnement passager, une mouche qui s'égare. Le mal devient négligeable, vidé de son poids, illusoire. Le fauteur reste innocent. Les consciences humaines s'endorment ainsi que dans leur célébration. Nous pouvons nous y infiltrer, y prendre toute la place et y travailler durablement. Seconde théorie, le pragmatisme. Je suis une théorie selon laquelle le mal n'est jamais qu'un moindre mal. Une mort vaut mieux que 100. Une petite guerre vaut mieux qu'une grande. Un otage exécuté mieux qu'un conflit ouvert. Je suis le mal à la petite semaine, le mal préventif. Une condamnation à mort, même si celle d'un innocent. À une valeur d'exemple et d'intimidation. La comédie de la justice. La vérité ne compte pas. Seulement la vraisemblance de l'ordre. Je purge. Je fais le mal pour éviter un mal plus grand. Je dois le mal dans l'océan du relatif. Je détermine, je soupèse, je minimise. Tout se calcule. Il n'y a plus de mal, seulement des chiffres, des stratégies. J'analyse, je ne sens rien. Je n'ai pas de regard moral. La froideur et l'absence des sentiments. Chez les hommes, cela passe facilement pour de l'éthique. Troisième et dernière théorie, le psychologisme. Je suis une théorie selon laquelle un mal n'est jamais volontaire, mais provient d'un ailleurs non humain. Si les vraies raisons d'un acte mauvais demeurent tapies dans une zone d'ombre de l'esprit, des ténèbres, quelque chose comme ici, on pourrait appeler l'inconscient. Si l'homme tue, si l'homme vole, c'est par manque d'amour. Il a derrière le crâne un carrefour inconnu, traversé de pulsions violentes, dont certaines vont s'exprimer sous de fausses formes, mais il sera convaincu que ce n'est pas lui, sa conscience, qui agit, mais l'inconscient, une bête immonde en lui. Les hommes adorent s'innocenter. Ils se prendront pour des anges à l'aile froissée, qui font une petite indigestion. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et la prochaine fois, nous commencerons, cette fois, le volet strictement politique. À bientôt.